Avez-vous déjà résolu d'arrêter de boire pendant une semaine ou deux, sans pouvoir tenir plus que quelques jours? Aimeriez-vous que les gens se mêlent de leurs affaires concernant votre façon de boire? Qu'ils cessent de vous dire quoi faire? Avez-vous déjà changé de sorte de boisson dans l'espoir d'éviter de vous enivrer? Vous est-il arrivé au cours de la dernière année de devoir prendre un verre le matin pour vous lever? Enviez-vous les gens qui peuvent boire sans s'occasionner d'embêtements? Avez-vous eu des problèmes reliés à l'alcool au cours de la dernière année? Votre façon de boire a-t-elle causé des problèmes à la maison? Vous arrive-t-il, lors d'une soirée, d'essayer d'obtenir des consommations supplémentaires parce qu'on ne vous en donne pas suffisamment? Vous dites-vous que vous pouvez cesser de boire n'importe quand, même si vous continuez à vous enivrer malgré vous? Avez-vous manqué des journées de travail ou d'école à cause de l'alcool? Avez-vous des trous de mémoire? Avez-vous déjà eu l'impression que la vie serait plus belle si vous ne buviez pas? Selon l'organisme Alcooliques Anonymes, si vous répondez oui à au moins 4 de ces questions, vous avez un problème d'alcool. L'alcoolisme est un problème de santé qui touche des millions de personnes dans le monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcoolisme est responsable de la mort de plus de 3 millions de personnes par année. Selon Statistique Canada, la consommation excessive d'alcool est responsable de plus de 14 800 décès par année au Canada. Mais derrière ces statistiques alarmantes se trouvent des êtres humains qui souffrent chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces personnes, de leur donner parole, de découvrir leurs histoires et de partager leurs émotions afin de mieux comprendre comment l'alcoolisme les affecte. Parce qu'au-delà des chiffres, c'est l'humain derrière l'alcoolique qui nous intéresse. Et c'est ce dernier que nous vous invitons à découvrir dans ce documentaire. Mon prénom, c'est Ronald. Je suis un alcoolique. Je m'appelle Félix, j'ai 25 ans. J'ai eu 3 ans de sobriété le 21 janvier. Je m'appelle Laurence, j'ai 29 ans. Je travaille en construction, mais je suis présentement en réorientation à l'université. Je suis Jean-Pierre Membralanon. Dans la vie, je suis encore avocat, mais je ne pratique plus parce que je suis à la retraite. Et j'ai 75 ans. Présentement, je suis travailleur autonome. Je travaille dans le domaine de la construction et je prévois un retour aux études d'ici la fin de l'année. Ce que je faisais dans la vie, je travaillais au gouvernement. Donc, ça fait 4 ans que je suis dans Alcooliques Anonymes. Je suis abstinent depuis, ça fait 10 ans. L'alcool, pour moi, ça a été une solution. Qu'est-ce qui cachait un peu mon mal-être à l'intérieur de moi? Bien, je pense que j'ai consommé parce que je savais pas comment fonctionner dans la vie. C'est sûr que les raisons pour lesquelles j'ai consommé plus rapidement, plus tôt, beaucoup de traumatismes, relations difficiles avec la famille, beaucoup de violence. Je voulais m'échapper de ce monde. Ça a vraiment commencé graduellement. Puis ensuite de ça, j'ai rentré l'alcool tranquillement pas vite dans ma routine. Donc souvent, j'allais boire avant un souper de famille, avant d'aller au travail. Je mélangeais ça aussi avec d'autres substances. C'était comme essayer de me tuer à petit feu, dans le sens où je m'aimais pas, je me connaissais pas du tout. À tous les niveaux, là, ça m'a nui. Quand j'ai commencé à perdre mes emplois, à perdre mes appartements, perdre... tu sais, c'est rare qu'on va gagner avec l'alcool quelque chose. Moi, j'étais révoltée contre la vie, contre tout le monde. J'étais pas capable d'être en relation avec personne. Mes amis, je les perdais tout le temps parce que j'étais comme... J'étais pas là, j'étais pas moi-même. J'étais méchante gratuitement. Moi, je suis arrivé à l'annonce sur le tard parce que c'est ma première conjointe qui était alcoolique. Et quel effet que ça a sur la famille? D'abord, ça crée de l'angoisse puis de l'anxiété. J'étais toujours inquiet lorsque je partais puis que les enfants étaient seuls avec leur mère. C'est plus devenu une option pour moi de consommer, c'était rendu une obligation. J'étais rendu prisonnier. Nous, on dit ça souvent dans Alcooliques Anonymes. J'étais prisonnier de ma consommation. Sans consommation, j'avais l'impression de pas me sentir. J'avais un vide intérieur. J'étais bien conscient que de perte cognitive, bien sûr, perte de mémoire, mais aussi perte de ma capacité de raisonner.
Puis j'ai gagné ma vie avec ma tête. Et elle est décédée un peu de son alcoolisme. Elle a fait beaucoup de complications, cirrhose, avec des complications de la cirrhose, accidents, fractures. Et on vient de découvrir que l'alcoolisme peut générer ou être la cause de cancer. Puis elle en a fait 3 qui sont reliés à l'alcoolisme. C'est une maladie physique doublée d'une obsession mentale. Donc, du moment que je prends une gorgée d'alcool, mon cerveau ne réagit pas de la même manière qu'une personne normale. Moi, quand je bois, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur ma vie. J'ai l'impression de devenir la personne que j'ai toujours voulu être sans le regard ou le jugement des autres. C'est une maladie. C'est pas une faiblesse personnelle que les personnes ont. Cette maladie-là, comme toutes les autres, le malade n'a pas de contrôle dessus. Comment l'alcoolisme, c'est une maladie qui est progressive. Comment ça se manifeste quand on arrive comme au bout de la maladie, c'est qu'on ne pense qu'à ça. C'est que toute notre vie, en tout cas je parle de la mienne, toute ma vie était organisée autour de la boisson. Il fallait que je réussisse à m'approvisionner puis à en avoir. C'était ça qui était la priorité. Même si je me disais, ce soir, c'est la dernière fois que je consomme, le lendemain, mes amis me disaient « Hey Félix, on sort dans un bar, ça te tente-tu de venir? » Ben, je disais oui. J'avais oublié la promesse que je m'étais faite la veille, puis je sortais quand même. Puis le lendemain matin, je me sentais humilié, je me sentais honteux, j'avais plus d'estime de moi. Ça faisait en sorte que ces émotions-là négatives me donnaient du gaz pour consommer un peu plus. Encore à chaque fois, avec la consommation, j'ai atteint un bas fond. Ça l'a tellement alimenté une noirceur à l'intérieur de moi que je me suis dit, je peux pas aller plus bas que ça, je peux juste aller plus haut. Je pense qu'on doit atteindre un certain niveau de bas fond avant de pouvoir réaliser puis vouloir s'en sortir, parce que si toi, tu veux pas à la base, tu vas pas nulle part. Je l'invitais plus à mes activités professionnelles ni à mes activités sociales parce que je savais jamais dans quel état elle se mettrait. Donc, ça a beaucoup d'impact. Et mes enfants ont trouvé ça difficile parce que ils étaient gênés de leur mère quand ils la voyaient en état d'ébriété. Puis, les deux, quand ils arrivaient de l'école, ils repartaient pour... mon fils, son grand ami était sur la même rue. Il traversait la rue, puis il s'en allait chez son ami. Puis ma fille aussi, elle allait chez ses amis. Donc, ça a beaucoup d'impact dans la famille. Puis moi, dans ma situation particulière, moi, je suis né dans une famille dysfonctionnelle. Je viens d'un milieu assez modeste. C'est que mes parents chicanaient tout le temps. Puis mon père était assez désagréable. Et j'avais toujours rêvé d'avoir une vie familiale, une vie matrimoniale beaucoup plus heureuse que ce qu'il avait vécu. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Mes parents ont toujours été là, puis ont voulu m'aider le plus possible, mais pendant plusieurs années, j'ai pas parlé à plusieurs de mes frères parce qu'ils me voulaient pas dans leur vie. Tu sais, j'étais pas du monde, là. Donc, Alcooliques Anonymes a été fondé en 1935 par 2 alcooliques et ils ont développé un programme qu'on appelle un programme en 12 étapes qui nous permet de se libérer de l'obsession de boire. Il est suggéré de faire les 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Ça aide énormément à dénouer, à enlever des pleurs d'oignons pour réparer les torts qu'on a fait, pour apprendre à se connaître, pour avouer qu'est-ce qu'on a pu faire comme tort, tu sais, puis les réparer. Fait que ça, c'est un mode de vie qu'on peut appliquer dans tous les domaines. Tu sais, on parle beaucoup des 4 pattes de chaise. Fait que le dossier, c'est la spiritualité parce qu'on se remet à quelque chose qui est plus grand que nous. C'est pas de la religion, c'est pas de la croyance, c'est vraiment de la spiritualité. Fait que le dossier de la chaise, c'est la spiritualité. Puis après ça, les 4 pattes de chaise, c'est les 12 étapes, le marrainage, parrainage, les meetings, puis l'implication. Puis si t'as ces 4 pattes de chaise-là, tu sais, t'as un rétablissement qui est stable. Si t'en manques une, c'est plus tough. Al-Anon, c'est un peu le pendant des AA,
mais pour les personnes qui vivent au contact des gens qui ont des dépendances. Puis quand je suis rentré en thérapie, ça a été un choix que j'ai fait dans le premier pas vers la sobriété. Mais pour moi, c'était pas Cancun ou la thérapie. Tu sais, je savais très bien que c'était la thérapie qui devait se passer à ce moment-là. Quand je suis arrivé à mon bas-fond, là, après 4 ans de retraite, j'ai été en thérapie. Parce que de toute façon, je ne faisais que boire, tu sais. Fait qu'en thérapie, ben là, c'est désintoxication. Et c'est là que j'ai entendu parler de AA. Je connaissais le sigle Alcoolique Anonyme, mais moi, je pensais que c'était les cathos qui s'occupaient de leurs alcooliques. La première fois que tu es rentré dans une réunion des Alcooliques Anonymes, c'est quoi que tu as ressenti? C'est fou. À chaque fois que j'en parle, c'est comme si c'était hier. Je m'en rappelle, j'ai des frissons. C'est comme si j'étais finalement à la maison. J'étais finalement avec des gens comme moi qui me comprennent, comme je me sentais pas comme un extraterrestre, comme je me suis sentie toute ma vie. Fait que mon premier contact avec Alcooliques Anonymes m'a pas donné le goût d'y retourner, mais les gens qui composaient, dans le fond, ce meeting-là m'ont donné envie de retourner les voir parce qu'ils avaient une lueur d'espoir à l'intérieur d'eux que j'ai toujours cherché à avoir en consommant. C'est tellement plein d'amour, les salles de meeting, là. Puis il n'y a pas de jugement, puis c'est puissant. À chaque fois que j'en parle, j'ai de la misère à le décrire vraiment parce que c'est puissant comment l'entraide, le nous, l'amour qu'il y a. Tout juste de pas me sentir jugée, c'est le seul endroit où je peux vraiment dire tout. Et le choc, là, vraiment, ça a été de voir les visages, les yeux de ces gens-là. Ma réaction, c'était « je veux ce qu'ils ont, puis je vais faire ce qu'il faut ». Fait que quand l'envie de boire me prenait, j'allais faire un meeting. Ça passait. C'est comme un nuage. Un nuage, je parle pas d'une journée nuageuse, mais un nuage, là, il passe dans le ciel. Fait que j'allais faire un meeting, voilà, la tentation était passée. En thérapie, il m'avait dit, regarde, là, si tu veux pas rechuter, là, fais des meetings, trouve-toi un parrain. Ben moi, j'ai une marraine. Chez Léa, on suggère les filles avec les filles, les gars avec les gars. À ma première réunion, on m'avait conseillé de prendre un parrain. Puis pour moi, un parrain, je me disais, c'est quoi un parrain? Ça va être quoi son rôle dans ma vie? Faut-tu que je la... Tu sais, j'avais plein de questions. Puis moi, j'ai été porté à aller vers quelqu'un qui avait de l'attrait pour moi. Quelqu'un qui avait qu'est-ce que je voulais avoir dans la vie. C'est une personne pour moi qui est extrêmement importante, qui est comme un pilier, en fait, dans ma vie. Ma marraine, c'est une relation extraordinaire que j'ai avec elle. Vraiment, je lui parle minimum une fois par semaine, là, qu'on se voit, qu'on prend un café, qu'on jase de tout et de rien. Mais tu sais, je peux l'appeler quand je veux. Si je me sens pas bien, si j'ai quelque chose à y raconter. C'est vraiment... je me sens vraiment privilégiée d'avoir cette femme-là dans ma vie. De m'avoir ouvert sur ça à quelqu'un qui a la même maladie que moi, puis qui a pris un engagement, pour moi, ça faisait du sens. Puis, j'ai tranquillement, peu vite, j'ai commencé à appeler mon parrain. Ça a commencé à parler 2 minutes avec cette personne-là. Puis ensuite, on a établi un lien de confiance. Puis maintenant, tu sais, on s'appelle, on peut s'appeler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On fait des activités ensemble. Puis pour moi, c'est rendu un ami. C'est une personne qui en sait beaucoup plus sur moi que, en fait, que mes parents en connaissent sur moi. Elle m'a déjà dit, tu sais, je vais te donner l'amour que t'as pas eu de ta maman, puis la présence, tu sais, puis c'est vraiment ça que je ressens. C'est une relation complètement de confiance, d'honnêteté, des choses que je connaissais pas avant, la confiance et l'honnêteté, tu sais, puis c'est... Pour moi, ça vaut de l'or, là, d'avoir cette relation-là avec cette personne-là, tu sais. Sans elle, ça serait plus tough. J'ai reçu beaucoup d'amour et d'affection de cette personne-là. Puis, c'est vraiment un rôle que les parrains et marraines transmettent extrêmement bien dans les fraternités. Puis,
En fait, dans notre gros livre, on dit vraiment les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, mais en 2023, j'aime vraiment se dire que vas-y avec la personne du sexe opposé que t'es pas attiré, tu sais. Puis ça inclut beaucoup plus de gens. Ça fait 15 mois maintenant que j'ai pas consommé. J'en suis très fière. Tout ça, ça se passe une journée à la fois. À chaque journée, je me réveille puis je me dis, OK, ben aujourd'hui, on consomme pas. Parce que c'est le choix intelligent à faire pour moi parce que je suis pas capable de consommer en petite quantité. En fait, je me suis engagé dans le plus beau voyage de ma vie. Je me suis fait le plus beau cadeau, puis ça a été la sobriété. Comment j'y arrive, c'est en lâchant prise. À un moment donné, je m'en souviens, à ma première journée de rétablissement, on a des porte-clés dans Alcooliques Anonymes pour souligner nos temps d'abstinence. À mon premier jeton, je me souviens, j'avais des émotions, je savais pas trop comment je me sentais. Puis en revenant chez nous après, je me suis dit, tu sais, je suis capable de ressentir des émotions autant grosses que quand je consommais, mais à jeun avec une journée d'abstinence. Si je suis capable de ressentir ça une journée, je vais pouvoir le ressentir encore mieux après 2, 3 et ainsi de suite. T'es pas obligé de te rendre malheureux pour pouvoir être heureux dans ta vie. Donc, si j'aurais un message à donner à quelqu'un qui a un problème de consommation, c'est juste tape-toi pas sur la tête. À un moment donné, ça va passer.